Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Fréquence 8 est très honoré de réaliser cette année encore la loi de finances 2022 qui donc découle d'une loi du 30 décembre 2021 publiée au journal officiel le 31 décembre 2021 et d'une décision du Conseil constitutionnel puisque ça avait été porté le 28 décembre 2021 avec une publication au journal officiel du 31 décembre 2021. Et pour nous apporter toute la science et toute la valeur de ces textes extrêmement importants pour les uns et les autres dans le cadre de l'activité économique et surtout de la fiscalité qui entoure les entreprises, Fréquence 8 est honoré de recevoir Maître Samira Derès, avocat, droit fiscaliste, cabinet Carcrève fiscal. Et bonjour Samira. Bonjour Gérard. Bonjour Maître. Et également le cabinet Account Revision Expertise Comptable dans Alexandre Michel. Bonjour Alexandre. Bonjour Gérard, bonjour à tous. Et donc dans ce cadre d'interprofessionnalité, nous allons essayer de vous apporter quelques éléments d'information sur la loi de finances 2022 et vous pouvez toujours vous rapporter ou nous consulter par la suite, si vous le souhaitez, s'il y a un point qui vous paraît mérite une attention plus particulière. Alors, Alexandre, cette loi de finances qui est la dernière pour le législateur en place, enfin certains reviendront, mais on va dire que c'est la dernière, et donc cette loi de finances, le calcul de l'impôt sur le barème, indexation sur l'inflation, je pense, Alexandre, sur la fiscalité personnelle hier. C'est une indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021. Tout à fait Gérard. Donc la loi a relevé de 1,4% en fait la limite de tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Donc les seuils et limites qui lui sont associés ont été relevés. Et concernant le système du quotient, est-ce qu'il y a des particularités qui sont dans l'article 6 de la loi de finances ? En fait, le plafonnement applicable à l'imposition des revenus 2021, donc le plafonnement général, s'élève à 1 592 € pour chaque demi-part additionnelle. Et certains plafonnements spécifiques ont été décidé. Il s'agit en fait d'un plafond de 3 756 € pour une part entière accordée au titre du premier enfant à charge pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls ou ayant à charge un ou plusieurs enfants. Un deuxième plafonnement spécifique a été donc décidé. Il s'élève à 951 € pour la demi-part supplémentaire dont bénéficient les personnes seules ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules. Et donc il y a également, Alexandre, un relèvement de toute la partie des déductions également. Si on a une augmentation, certes, des tranches, mais on a également au niveau des déductions, en particulier pour, si on veut déduire pour la quote-part de l'enfant. Tout à fait. Majeur. Alors, la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs est fixée donc pour 2022 à 6 042 € par enfant pour l'imposition des revenus 2021. 6 000, 42. Oui. C'est extrêmement important parce qu'on le retrouve souvent après dans les déclarations de revenus, dans les choix. Voilà pour la partie concernant le barème. Donc vous pourrez vous raccorder et puis très rapidement dans impôt.gouv sur votre site, vous pourrez faire des simulations d'impôt sur le revenu. Concernant les réductions d'impôts, il y a la déduction COS qui est transformée en réduction d'impôts. Également la Censi-Bouvard qui est reconduite, c'est-à-dire que comme on est dans une période préélectorale, on n'a pas voulu trop bouger. Et donc, on retrouve toutes ces reconductions d'impôts, Censi-Bouvard sur les locations meublées. On pourra en parler dans une prochaine émission sur la location meublée. Également,
La reconduction de la réduction d'impôt de Normandie, puisque chacun y met son nom, les travaux de transformation des locaux en logements et les reconductions de la réduction d'impôt de 75% pour certains, en particulier pour le don Coluche, et en particulier donc les réductions d'impôt pour dons aux organismes de lutte contre la violence conjugale et le dispositif expérimental de réduction Pinel en Bretagne. Voilà, toutes ces réductions ont été maintenues et le contenu, n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers nous et on vous donnera l'aspect de ce contenu. Concernant les crédits d'impôt, Alexandre, crédit d'impôt pour service à la personne, qu'est-ce que l'on peut dire ce que tu peux dire, Alexandre? Alors, la loi de finances 2022 rétablit l'analyse antérieure, selon laquelle certains services rendus à l'extérieur du domicile sont considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable, lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence à compter des revenus 2021. Il s'agit essentiellement en fait de l'accompagnement des enfants entre l'école et le domicile et sur le lieu d'une activité périscolaire, ainsi que les livraisons de repas ou de courses à domicile de personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dès lors qu'elles sont comprises dans un ensemble de services souscrits par le contribuable. Donc, la loi de finances a fixé donc ces plafonds applicables pour le calcul de l'avantage fiscal. Les dépenses sont retenues dans la limite annuelle de 12 000 € par foyer fiscal. Et également, c'est bien défini au niveau particularité, sachant que les services de l'URSSAF ont mis en place un système qui permet de calculer le crédit d'impôt dès le départ à la source, en fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, il s'agissait de savoir si les services qui étaient rendus hors du domicile, s'incluant dans une prestation à domicile, étaient éligibles ou pas au crédit d'impôt. Et a priori, le législateur, dans cette loi de finances, essaye de définir un détail, ce qui est quand même relativement important, c'est-à-dire définir bien des cas bien caractéristiques et peut-être remettre en cause certains qui sont utilisés. Tout à fait. Voilà. Concernant les traitements et salaires, alors une nouveauté qui fait suite un petit peu aux nouveautés sociales. Le passé revient, comme on pourrait dire, la défiscalisation temporaire des pourboires. Alexandre, alors qu'est-ce que tu veux nous dire sur la défiscalisation temporaire des pourboires? Alors, la défiscalisation des pourboires. En fait, les pourboires, lorsque des personnes dans un établissement reçoivent des pourboires, ils sont censés en fait les déclarer. Donc, ce qui très souvent n'est pas fait. Et l'État souhaite mettre en place en fait un système de déclaration à la source au sujet de ces pourboires. Non, je dirais plus quand même, Alexandre, que en fait, on revient au passé, puisque ces pourboires, ces services, par exemple, vous allez chez le coiffeur, vous allez au restaurant, vous êtes content du service, vous décidez d'accompagner donc la note qui vous est présentée d'un pourboire, eh bien ce pourboire redevient, comme on dit, alors c'était plus le cas parce que ça avait été modifié à la loi de finances, et dans cette loi de finances depuis le 1er janvier 2022, ça devient exonéré des cotisations sociales, dans une certaine limite par conséquent aussi, et ça devient également non imposable. Voilà, donc c'est un retour en arrière, puisqu'on l'a connu bien avant, mais le législateur avait remis l'imposition, et finalement, cette fois-ci, ils ont décidé de remettre l'exonération et d'encourager un peu le service. Et concernant l'aspect, alors l'instauration d'une indemnité inflation, alors tout le monde le connaît bien. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur l'instauration d'une indemnité inflation qui d'ailleurs a été portée dès le mois de décembre sur les fiches de paye? Eh bien en fait, la loi de finances 2022 a instauré une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € au bénéfice des personnes résidant en France qui perçoivent un revenu d'activité, de remplacement ou social inférieur ou égal à 2 000 € net par mois.
afin de leur permettre de faire face à la montée des prix, en particulier ceux des produits pétroliers constatés à la fin de l'année 2021. Et donc cette aide exceptionnelle, en fait, d'une part est instituée par la loi et d'autre part elle déroge au droit commun en ce qu'elle ne se rattache à aucun dispositif existant de prestation, étant donné qu'elle est destinée à être versée à un ensemble de bénéficiaires plus large que les seuls bénéficiaires de prestations sociales. Tout à fait, c'est un peu une nouveauté. Enfin, tout le monde invoque là un petit peu de campagne électorale, puisque en fait, l'indemnité inflation est une nouveauté. Il faut quand même reconnaître aussi que il reste toujours l'indemnité Macron, c'est-à-dire celle qui est versée également à la décision de l'employeur, dans le cadre d'un supplément de salaire que l'entreprise souhaite accorder à ses salariés dans un cadre d'exonération et dans une convention écrite qui doit être réalisée pour accompagner cette délivrance ou cette somme. Alors, on peut aussi ajouter que donc, cette indemnité donc, fait obligation aux employeurs de verser l'aide pour le compte de l'État. Et d'autre part, elle présente un caractère ponctuel, puisque le versement des 100 € sera unique. Alors, en matière de bénéfices agricoles, on dira qu'il y avait un rattachement à la catégorie des BA, des revenus tirés des actions de valorisation de l'environnement, le report d'imposition pour les opérations de restructuration des sociétés agricoles, exonération de taxes foncières des coopératives agricoles et le crédit d'impôt pour les dépenses de remplacement des agriculteurs, qui est bien entendu maintenu, et le crédit d'impôt pour l'agriculture biologique. Alors, Maître Derès, avocat fiscaliste, sur les bénéfices non commerciaux, oui. Les gains de cession des actifs numériques, c'est-à-dire les rachats de trimestres. Alors, effectivement, il y a eu de la nouveauté cette année concernant les gains de cession des actifs numériques. En fait, les actifs numériques, ça vise réellement les crypto-monnaies. Donc, on parle ici de Bitcoin ou de Ethereum, par exemple, pour citer les plus connus. Le régime fiscal de ces opérations sur la crypto-monnaie n'est pas forcément très clair et très établi. Donc l'objectif de la loi de finances cette année, c'était de donner certaines précisions, notamment sur les opérations qui seraient réalisées par des contribuables qu'on considérait comme professionnels dans le domaine. C'est-à-dire que sans avoir encore de précision réelle sur comment est-ce qu'on analyse un opérateur professionnel dans ce domaine, en tout cas, on sait que lorsqu'il sera qualifié de tel, la fiscalité qui sera attachée sera la fiscalité donc des BNC, des bénéfices non commerciaux. Non commerciaux, voilà. Donc l'objectif est d'assimiler en fait cette activité à l'activité d'opération de bourse, puisque aujourd'hui, les échanges sur la crypto-monnaie prennent beaucoup d'ampleur et d'importance, donc il était important de le codifier. On précisera que cette taxation dans la catégorie des BNC ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 2023. Également, donc, lorsqu'il y a des cessions de crypto-monnaies et des plus-values qui sont réalisées à cette occasion, ce qui est très souvent le cas, on constate souvent que des crypto-monnaies, lorsqu'elles sont achetées au démarrage du minage ou en tout cas de la création de la crypto-monnaie, les sommes sont pas nécessairement très importantes et les plus-values peuvent être assez conséquentes. Ces plus-values sont en principe taxées au PFU, donc au prélèvement forfaitaire unique à 12,8% en termes d'impôt sur le revenu. La loi de finances prévoit désormais qu'il sera possible donc d'appliquer à cette plus-value le barème progressif de l'impôt sur le revenu sur le même principe que les dividendes ou les intérêts. Et donc ça, lorsque le taux effectif du contribuable réalisant cette plus-value est inférieur à 12,8, il y aura un intérêt évident à opter pour la taxation au barème progressif de l'impôt. De la même manière, ce sera applicable au 1er janvier 2023. Alors, concernant les rachats de trimestres... Alors, il y a eu également une nouveauté sur les rachats de trimestres, donc qui concernait principalement les ostéopathes, chiropracteurs et naturopathes qui, alors jusqu'à assez récemment, n'étaient pas affiliés de manière obligatoire au régime de retraite et au régime d'assurance vieillesse obligatoire. Et ça, donc, avant 2018. Désormais, donc, ces professions ayant une reconnaissance légale peuvent et sont inclus d'ailleurs dans le régime de vieillesse obligatoire. Et donc là, la loi de finances prévoit qu'il sera possible donc de racheter en versant des cotisations un certain nombre de trimestres, ça entre le 1er janvier 2022, le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026. Ces cotisations pourront être déduites du revenu BIC ou BNC qui sera réalisé par les indépendants dont on vient de parler. Alors les plus-values mobilières. Alors, sur les plus-values mobilières, donc c'est-à-dire mobilières, les cessions de titres, les cessions de titres, la loi de finances
prévoit et précise que lorsqu'il y a une cession de titres, le prix d'acquisition, donc qui est l'un des termes de calcul de la plus-value, doit être diminué du montant des crédits d'impôt qui auraient été obtenus donc, en cas d'investissement dans les entreprises solidaires d'utilité sociale ou les sociétés foncières solidaires. Donc voilà, là, il ne sera plus diminué de la réduction d'impôt effective obtenue. Une petite pause musicale et on revient après pour cette loi de finances 2022. Merci beaucoup pour toutes les émissions que vous faites. Vous êtes une petite radio locale qui est géniale. Fréquence 8. 90.5. Loi de finances 2022, oui, c'est la dernière pour nos législateurs actuels, mais elle est quand même très chargée, cette loi de finances 2022. Et en particulier sur les plus-values immobilières, il y a une articulation entre l'exit tax et la contribution sociale généralisée sur les plus-values immobilières des non-résidents. Il y a le prêt à taux zéro avec l'article 87 de la loi de finances. Dans toujours le même esprit, on va dire que le législateur n'a pas voulu être sanctionné par ses électeurs ou les contribuables puisqu'ils ont prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Et les droits d'enregistrement, en fait, c'est des biens affectés à des activités non lucratives des collectivités locales et de leurs établissements, ainsi que des organismes de gestion de sécurité sociale. Et donc, on a préconisé l'exonération. Enfin, les certifications des déclarations de succession souscrites en ligne. Il y a également, avec l'article 136 de la loi de finances, quelques nouveautés. Enfin, l'exonération facultative de taxes foncières pour les associations de protection des animaux et qui est toujours d'actualité, qui est toujours travaillée, c'est la revision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Peut-être que notre prochaine législation va mettre et arriver au bout de cette mission qui a été lancée. La loi de finances pour 2020 a notamment prévu une obligation pour les propriétaires bailleurs de déclarer avant le 1er juillet 2023 par voie électronique des informations relatives à chacune de leurs propriétés. Donc vous voyez que beaucoup de textes sont renvoyés sur le prochain législateur. Fiscalité des entreprises. Alors, nous arrivons aux jeunes entreprises innovantes. Maître, qu'est-ce qu'il faut entendre avec l'article 11 de la loi de finances sur les jeunes entreprises innovantes ? Alors, assez simplement, ce qu'il faut retenir de cette modification, c'est que les avantages attachés donc, au statut de jeunes entreprises innovantes sont applicables aux entreprises créées désormais depuis moins de 11 ans, alors que jusqu'à présent, c'était moins de 8 ans. Donc, il faudra juste aussi retenir que le bénéfice de ce régime, qui est un régime dérogatoire, donc vraiment dédié aux entreprises innovantes, donc qui font de la recherche et ont des dépenses de recherche qui représentent au moins 15% de leurs dépenses globales, est soumis au régime de minimis. Donc, il y a un certain nombre de conditions. C'est un régime assez particulier, mais voilà, retenir que si l'entreprise réalise des dépenses de recherche, qu'elle est créée depuis moins de 11 ans, il peut être intéressant de vérifier si le statut de jeunes entreprises innovantes peut lui être applicable. Il faut reconnaître, et je pense que vous partagez, de garder le maximum de textes, de pièces, d'éléments, car l'administration fiscale revient souvent dans le cadre de sa mission sur cette reconduction de l'application du régime de faveur. Hein. Alors effectivement, donc également donc l'administration et la loi de finances donc a prévu la reconduction de l'application de régime de faveur. Donc comme vous le disiez à l'instant, Gérard, en effet. Dès lors qu'on demandera l'application ou le bénéfice d'un régime de faveur, il faudra être en mesure de le justifier en cas de question donc de la part de l'administration fiscale. Très, très certainement, l'administration fiscale viendra vérifier puisqu'il s'agit de régimes dérogatoires. Là, ce qu'on sait, c'est que pour certains régimes que je vais lister donc, dans quelques instants, on a une reconduction jusqu'au 31 décembre 2023 des régimes de faveur et c'est principalement lié donc, à la politique de l'aménagement du territoire. Donc ça vise les dispositifs de zones de revitalisation rurale principalement, zones franches urbaines, donc ZFU, les bassins d'emploi à redynamiser ainsi que les bassins urbains à dynamiser notamment et les aides aussi à l'investissement des PME. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la reconduction des régimes d'entreprises innovantes. De certains régimes de faveur. Alors, une nouveauté, ça c'est une nouveauté.
l'option des entrepreneurs individuels pour l'IS. Oui. Je ne sais pas combien vont l'appliquer, mais enfin, c'est une nouveauté. Alors effectivement, c'est une nouveauté. Alors nouveauté parce que liée à un régime d'entrepreneurs individuels qu'on connaît déjà, mais pas si nouveau que ça en réalité, puisque ça se cale en fait sur ce qu'on appelait l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui était un système... Le IRL. Voilà, le IRL, un système un peu hybride entre l'entrepreneur individuel et le URL, donc la société à responsabilité limitée avec un associé unique. Donc là, l'idée, je pense, c'est de supprimer le régime de l'EIRL, donc qui n'a pas été très, je pense, utilisé, mais très efficace, en simplifiant et en donnant la possibilité aux entrepreneurs individuels de prévoir la séparation de leur patrimoine professionnel et personnel, et sur le patrimoine professionnel de demander l'application de l'impôt sur les sociétés, plutôt que la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BNC. Il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir bénéficier de cette... en tout cas opter pour ce régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que cette option sera considérée comme irrévocable. Irrévocable, voilà, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, vous avez opté à l'IS, vous ne pouvez plus revenir après à l'IR. À l'exception toutefois de la possibilité de se placer sous le régime qui est possible donc depuis 2019, à savoir de renoncer au régime, à l'imposition, à l'impôt sur les sociétés, lorsque l'entreprise a moins de 5 ans d'activité, et ça pendant d'ailleurs 5 ans, et donc sous condition de faire l'option auprès des services de l'administration fiscale. Mais schématiquement, retenir qu'une option à l'impôt sur les sociétés est irrévocable. Et donc, il faut quand même souligner que c'est de beaucoup d'inspiration, en fait, de ce qui est en place pour les EURL, ou comme vous l'avez dit tout à l'heure, les EIRL, c'est-à-dire les sociétés à responsabilité limitée, soit unipersonnelles ou même avec plusieurs associés, où on prend l'option donc de l'IS et derrière, sur le plan en particulier des bases de cotisation sociale ou les revenus distribués sous forme de dividendes, avec l'obligation de les déclarer dans les bases de cotisation lorsque ça dépasse 10% du... Alors voilà, et donc dans le cadre d'une entreprise individuelle, ce sera donc 10% du montant du bénéfice net imposable. Alors que pour les sociétés, on prend comme référence le capital social et les comptes courants d'associés. Alors, Alexandre, nouveauté également, la faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux. On t'écoute, Alexandre, sur ce sujet. En fait, la loi de finances 2022 instaure une déduction fiscale temporaire des C'est l'article 23 de la loi de finances. Voilà, exactement. Déduction fiscale temporaire des amortissements pour les fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, ce n'est pas les précédents, c'est ceux qui vont être acquis là. À partir du 1er janvier 2022. Exactement. En fait, cette mesure avait pour but de soutenir la reprise économique, donc en encourageant les opérations d'acquisition et de reprise des fonds de commerce. Et donc, il y a possibilité d'un amortissement. Alors, comment c'est-il possible ? Est-ce qu'il y a des délais, des durées qui sont préconisées ou... Comment envisages-tu, Alexandre, de réaliser cet amortissement fiscal ? Donc, selon l'article L123-16 du Code de commerce, par mesure de simplification, les petites entreprises définies peuvent, sur option, amortir leur fonds commercial sur une durée forfaitaire de 10 ans, sans avoir à démontrer que la durée d'exploitation est limitée. Donc on entend par petites entreprises, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 12 millions d'euros, un total bilan inférieur ou égal à 6 millions d'euros et un nombre moyen de salariés qui ne dépasse pas 50 salariés. Et donc la nouveauté apportée par la loi autorise les entreprises à déduire de leurs résultats imposables l'amortissement constaté en comptabilité. Il s'agit des entreprises qui sont soumises à l'IS et des entreprises relevant de l'IR suivant le régime réel dont les résultats relèvent des BIC ou des BA dès lors qu'elles sont tenues au respect du plan comptable général. Alors, ça va pas, c'est un non-cumul avec la provision pour dépréciation du fonds commercial. Exactement, on ne peut pas avoir le double régime.
particulier donc pour toutes ces valeurs incorporelles qu'on retrouve à l'actif et qui constituent très souvent quand même des valeurs qui sont remises en cause pour différentes raisons. Alors, il s'agit des fonds commerciaux qui ont été acquis à titre onéreux. Par voie d'extension, les fonds apportés ou transmis à l'occasion d'une opération de fusion ou d'apport partiel d'actifs. Attention, les fonds créés en sont donc exclus. Alors, les plus-values concernant l'exonération de cession d'entreprise ou de cession de chef d'entreprise pour les départs à la retraite, est-ce que l'un ou l'autre a des éléments ? Oui. Maître Derès, qui est virulente ce matin, là, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, effectivement, et qui, à mon sens, fait partie des... Mais vous êtes jeune, vous n'allez quand même pas partir à la retraite. Mais non, mais d'ici là, ça va probablement changer d'ailleurs. Mais effectivement, en tout cas, ça fait partie des choses assez importantes de la loi de finances. Vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de choses nouvelles. Ça fait partie des sujets importants. Donc, sur les plus-values de cession de titres ou de cession d'entreprise, on a principalement 3 sujets. Le premier qui va concerner les plus-values de cession d'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite, avec quelques modifications. Également, les plus-values de cession d'entreprise lorsque la valeur des éléments cédés est inférieure à certains seuils qui ont été d'ailleurs revalorisés, on va y revenir. Et puis également la cession de titres, cette fois, donc de société, dans le cadre d'un départ à la retraite. Si on revient sur les plus-values réalisées dans le cadre de la cession d'une entreprise et d'un départ à la retraite, 2 modifications. La première, c'est que alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent, il va être possible d'obtenir cette exonération, sous réserve de respecter les conditions, mais également lorsqu'on va céder un fonds qui est actuellement, au moment de la cession, en location-gérance, et ça, que la cession se fasse au profit du locataire-gérant ou au profit d'un tiers. Donc ça, c'est d'accord, donc on peut être concerné des 2 côtés, comme on dit. On peut être concerné des 2 côtés, donc sous réserve de céder l'intégralité des éléments qui étaient jusqu'alors exploités dans le cadre d'une location-gérance, mais voilà, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ça l'est. Donc ça, première nouveauté. Également, dans le cadre d'une cession d'entreprise, donc réalisée cette fois dans le cadre dans le cadre d'un départ à la retraite, le dispositif et la loi de finances nous indiquent que lorsque le départ à la retraite est intervenu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, il faudra faire valoir les droits à la retraite, qui est l'une des conditions donc, d'application du régime, dans les 3 ans et non plus dans les 2 ans. Voilà, 3 ans maintenant. 3 ans maintenant, mais uniquement lorsque... entre le 1er janvier 2019 et 31 décembre 2021. Voilà, donc voilà, si le départ à la retraite ou les droits sont ouverts à partir de 2022, on conserve les 2 ans et non pas 3 ans. Voilà. Également, donc, j'indiquais tout à l'heure donc, une modification substantielle concernant l'exonération sur la base de la valeur des éléments de fonds cédés, donc qui est prévue par l'article 238 quindecies du Code général des impôts. Tout à fait. Jusqu'à présent, on avait une exonération qui s'appliquait donc, par palier selon que la vente du fonds était inférieure à 300 000 euros ou à 500 000 euros. Tout à fait. Entre 300 000 et 500 000 euros, on avait une exonération dégressive. Donc 100% lorsque la valeur du fonds est inférieure à 300 000 euros, 0% donc taxation totale lorsque la valeur du fonds dépasse 500 000 euros. Aujourd'hui, donc les nouveaux seuils sont de 500 000 euros et de 1 million d'euros. Donc, extrêmement important, 500 et 1 million d'euros. Voilà. Ça veut dire que vous avez votre fonds de commerce que vous vendez 499 000, vous êtes exonéré à 100%. À 100%. Effectivement, alors sous réserve de respecter les autres conditions qu'on ne va pas reprendre les ici. Les 5 ans, l'article 238 quindecies. Voilà, le bon réflexe et la bonne question à se poser lorsqu'on vend donc, un fonds de commerce, c'est si la valeur de fonds est inférieure à 500 000 euros, se rapprocher d'un professionnel, expert comptable ou avocat, pour voir si les conditions sont remplies afin de bénéficier d'une exonération d'impôts. Et de prélèvements sociaux. Et ça joue en cas de location-gérance également. Et ça joue également en cas de location-gérance. Et donc de la même manière que ce qu'on a indiqué pour le départ à la retraite, que la vente se fasse au profit du locataire-gérant ou au profit d'un tiers, sous réserve de respecter certaines conditions. Alors, certains se posaient la question, quand est-ce que ça s'appliquait ? Parce que la loi de finances a eu lieu, comme on l'a dit en introduction, au mois de décembre. Ça a été voté, c'est le journal officiel en décembre. Alors, est-ce que ça s'applique qu'au 1er janvier 2022 ou ça peut s'appliquer en 2021 ? Alors, pour ce qui va être des régimes donc d'exonération de cession d'entreprise, ça s'appliquera
en 2022, mais sur les opérations réalisées en 2021. Ça est lié au décalage en fait de l'imposition. Donc pour les déclarations qui vont être faites en 2022 sur les revenus 2021, s'il y a eu des cessions d'entreprise avec des valeurs qui permettraient de respecter donc l'article 238 quindecies du Code général des impôts dont on vient de parler, il sera possible d'appliquer l'exonération. Et donc, pour l'année 2021. Pour l'année 2021, donc déclaré. Enfin, on n'a pas eu d'instruction administrative là-dessus. Hein. Pas de précision, mais a priori, compte tenu de l'application de la loi de finances, on considère que ce sera applicable sur les cessions réalisées en 2021 par les entrepreneurs individuels taxés en N+1. Également, dernière précision, donc je l'indiquais tout à l'heure, et modification, donc là concerne les plus-values de cession de titres par des dirigeants partant à la retraite. Oui, voilà. Donc là, on a un abattement fixe de 500 000 euros qui était disponible jusqu'à présent et dont, en théorie, la fin était imminente. On a une prorogation désormais de ce régime jusqu'au 31 décembre 2024. C'est le signe qu'on ne veut pas non plus arrêter tout maintenant. On va laisser un peu à la législateur prochain de prendre les décisions. On maintient effectivement les régimes, étant précisé que s'agissant donc du délai au titre duquel il faut faire valoir les droits à la retraite, de la même manière, le délai est prolongé de 24 mois à 36 mois, donc de 2 ans à 3 ans, ça pour les droits qui auraient été, les régimes de retraite qui auraient été demandés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Est-ce qu'il existe encore des reports d'imposition ça échappe peut-être à la loi de finances, mais des reports d'imposition quand on veut réinvestir le gain, la plus-value d'une opération ? Alors, pas de manière directe. Il existe toujours des dispositifs, des moyens de créer des sociétés holding qui, elles, vont ensuite vendre les titres en question, et auquel cas là, sous réserve de réinvestir une partie des sommes, 60% précisément, on peut bénéficier d'un régime de report d'imposition, mais il n'y a plus de report d'imposition vraiment direct sous condition de remploi. Voilà, ça n'a pas été reporté, cette décision, hein. Et c'était utile quand même de le rappeler parce que on n'a pas toujours dans la loi de finances tout ce qui est effacé. Oui. Alors, comment concerner le plus-value des titres à une fondation reconnue d'utilité publique, si on veut se reporter, et les cessions de locaux professionnels destinés à être transformés en logements, c'est-à-dire qu'on bénéficie bien entendu de la possibilité, mais il y aura une plus-value de cession des locaux professionnels lorsqu'ils sont destinés à être transformés en logements. Oui. Voilà. Alors, Alexandre, tu nous as préparé les crédits d'impôt, là, comme diraient certains, les cadeaux pour les chefs d'entreprise, crédits d'impôt pour les entreprises. Oui, en fait, la loi de finances 2022 instaure un doublement du montant du crédit d'impôt pour la formation du dirigeant pour les micro-entreprises. On entend par micro-entreprises les entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total bilan n'excède pas 2 millions d'euros. En fait, le montant du crédit d'impôt pour la formation du dirigeant est doublé pour ces entreprises. Cette mesure est applicable en fait pour les heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà, également, Alexandre, le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. En fait, il s'agissait... Article 69 de la loi de finances. Voilà, il s'agit de compenser en fait la suppression du crédit d'impôt recherche, du dispositif de doublement des dépenses sous-traitées par des organismes publics. En fait, le législateur vient de créer un crédit d'impôt au titre des dépenses facturées aux entreprises par des organismes agréés de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Il faut reconnaître, puisque le taux est quand même significatif, le taux du crédit d'impôt est de 40%, il est porté à 50% pour les entreprises. Pour les PME européennes, exactement. Voilà, et donc il faut toujours, et je pense que maître, vous êtes de notre avis, il y a toujours possibilité d'un rescrit, oui, si on veut se protéger. Exactement. Plutôt que d'avoir la mauvaise surprise d'une remise en cause. Voilà. Le rescrit est quand même d'un retour de 3 mois, oui, normalement. Plus, sur ce genre de sujet, spécifiquement, l'administration fiscale a un délai pour répondre. Et à défaut de réponse dans le délai prévu, donc effectivement 3 mois dans certains cas,
le rescrit, enfin la décision de l'administration fiscale est considérée comme favorable. Donc il est effectivement préférable lorsqu'on peut anticiper, parce que le rescrit doit être préalable à la mise en œuvre de dispositifs auxquels on souhaite avoir confirmation. Voilà, il faut l'anticiper Voilà. et ça peut être intéressant. Alors, il existe également des crédits d'impôt innovation. Je pense qu'on a déjà parlé de l'innovation. Les crédits d'impôt spectacle vivant, c'est pour bien des particularités. Et puis également des crédits d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales, des métiers d'art. Et pour les taux après, les prêts à taux zéro. Alexandre, tu peux peut-être nous dire 2 mots sur les prêts à taux zéro? Donc l'application de ce crédit d'impôt est prorogée jusqu'au 31 décembre 2023. Donc il s'agit en fait des offres de prêt qui ont été émises à côté du 1er janvier 2022. Le plafond de l'éco-PTZ, performance énergétique globale, est porté à 50 000 € et la durée de remboursement est portée à 20 ans. Et donc, c'est sur des travaux qui sont bien définis dans MaPrimeRénov'. Exactement. La liste. Voilà pour cette partie. Nous revenons après une petite pause musicale. C'est la sortie de crise, comme on dit. Alors, Maître Derès, avocate, fiscaliste, concernant les reports en arrière des déficits dans cette loi de finances. Oui, petite nouveauté donc dans la loi de finances. Donc on rappelle, le report en arrière des déficits donc d'une entreprise est possible dans la limite de 1 million d'euros, plus 50% du bénéfice d'imputation, et ça uniquement sur l'exercice précédent la réalisation du déficit. Donc la loi prévoit une définition du bénéfice d'imputation, et la loi de finances aujourd'hui nous précise que le déficit ne peut s'imputer que sur un bénéfice qui a donné lieu à un paiement effectif de l'impôt, donc à l'exclusion des paiements faits par des crédits d'impôt ou, et c'est la nouveauté, par des réductions d'impôt. Et donc là, le législateur vise principalement la réduction au titre du mécénat. Et donc, si on a un bénéfice d'imputation d'un déficit qui aurait été payé dont l'impôt aurait été payé via des réductions d'impôt, on ne pourra pas appliquer et imputer le déficit en question sur cette quote-part de bénéfice. Alors, Alexandre, sur les régimes d'imposition, une petite nouveauté, l'allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels. Alors, sur ça, je me permets, Alexandre, si tu m'en veux pas, Non. de revenir, en fait, très, très rapidement et très schématiquement. Là, l'idée, c'est de dire que les entrepreneurs individuels avaient, en théorie, jusqu'au 1er février... Voilà, c'était extrêmement important. 31 janvier. Voilà, dernière limite, pour opter pour un régime réel d'imposition, ou y renoncer d'ailleurs. Voilà. Seulement 1er février, donc il a été considéré que c'était une date qui était beaucoup trop courte. Butoir, ouais. Et donc, la loi de finances prévoit donc un allongement du délai d'option. Pour la première année, je crois. Non, pas nécessairement pour la première année. Pour toutes les entreprises pour toutes les entreprises individuelles, et jusqu'au délai légal de dépôt de la déclaration de l'année précédente. Voilà. Donc, schématiquement, il y a jusqu'au mois de mai, en fait, début mai, pour pouvoir se déclarer au réel ou... faire une option pour le réel ou renoncer à l'option pour le réel, sous réserve que les autres conditions soient par ailleurs remplies. C'est extrêmement important pour les auto-entrepreneurs, parce que certains ne réalisent pas que leur activité va être relativement quand même performante. Oui. Et ils se retrouvent quand même en dehors des limites des micros, et donc ils ont la possibilité d'opter pour le régime d'imposition. Alors, lorsqu'on dépasse les limites du micro, on est de plein droit. Et dès l'exercice suivant imposable au régime du réel. En revanche, là, vraiment, l'idée et ce qui est visé, c'est l'entrepreneur ne dépasse pas les seuils, mais pour autant, parce qu'il a un montant de charge peut-être qui est supérieur aux abattements qui sont admis dans le cadre des régimes micro, souhaite être imposable et imposé dans le cadre du régime du réel, et auquel cas, là, il faut faire une option auprès de l'administration fiscale. Tout à fait. Alors, on ne va pas insister beaucoup. Je l'ai retenu à la source applicable aux non-résidents. Bon, c'est un régime en conformité avec le droit européen. C'est ça fait quelques années que le sujet est en discussion entre, j'ai envie de dire, les cours européennes et le législateur français. Donc là, très schématiquement, l'idée a été de
de se mettre en conformité avec la Le position droit européenne. européen. Voilà, le droit européen, le droit de l'Union européenne, notamment pour les entreprises d'assurance de l'Union européenne. Donc voilà, si ça vous intéresse, effectivement. On attend toujours le fameux impôt GAFA, c'est ça? C'est ça. Qui doit sortir peut-être pour le prochain législateur, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Mais Je en ne sais tout cas, pas si notre présidence à l'Europe va entraîner l'arrivée de GAFA. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que l'idée là est vraiment si on parle de sujets un peu internationaux, de limiter la fraude fiscale et d'essayer d'obtenir Ou une certaine égalité fiscale, on va dire. Entre les États pour éviter on ne peut pas dire fraude parce la concurrence. Que... Non, on serait dans l'optimisation. Égalité fiscale. Oui. Et alors, les sociétés d'assurance, eh bien, c'est les scissions d'OPC en FCP, donc c'est des régimes bien particuliers. Et également en matière de TVA, donc les mises en conformité avec le droit européen, il faut reconnaître que c'est pas facile. Et également la ratification de l'ordonnance sur la facturation électronique. Ça arrive à petits pas, mais ça va sortir. Et on pense beaucoup à l'examen de conformité fiscale qui va certainement y ajouter sa dose là-dessus, sur la facturation électronique et en particulier les numérotations qui remettraient en cause, lors de contrôles fiscaux, la partie comme en comptabilité fiscale dans les normes. Oui. Alors, les impôts locaux, donc l'extension de l'exonération CFE et CVAE pour les diffuseurs de presse spécialistes et la taxe foncière sur les logements intermédiaires. Nous allons tout de suite, d'ailleurs, sur un chapitre avec vous, Maître Derez, c'est le contrôle fiscal. Oui. Alors, le contrôle fiscal, quelles sont un peu les nouveautés, sachant que c'est votre domaine, vous vivez tous les jours avec ces contentieux fiscaux. Alors, pouvez-vous nous dire un peu les nouveautés de cette loi de finances sur le contrôle fiscal? Oui, alors en effet, ça participe de ma spécialité, entre guillemets, en tout cas ce que je fais au quotidien, donc le contrôle fiscal. Donc c'est la venue de l'administration fiscale dans l'entreprise ou l'envoi d'un courrier de demande de renseignement s'agissant des particuliers. Ça commence souvent comme ça. Les modifications qui ont été prévues par la loi de finances cette année, il y en a quelques-unes. Je vais passer rapidement sur désormais la définition des trusts à fiscalité installés dans des pays à fiscalité privilégiée. Là, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque un contribuable détient une participation dans un trust qui est supérieure à 10%, on a une présomption que les revenus réalisés par ce trust sont des revenus distribués, présomption qu'on peut combattre. Je ne rentre pas dans le détail, le trust, ce n'est pas quelque chose qui est très utilisé, mais de la même manière, voilà, il faut retenir qu'il y a des dispositions sur cela. Également, en termes de contrôle fiscal, l'administration fiscale la loi de finances prévoit la possibilité donc de contacter les opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique. Donc ça vise principalement les Airbnb. Et donc il y aura des obligations déclaratives qui seront et qui sont imposées désormais à ces plateformes. Information déjà des clients, ou en tout cas des utilisateurs de la plateforme, mais également information de l'administration fiscale et coopération renforcée. Sur la dissimulation des avoirs à l'étranger également, une précision donc s'agissant des déclarations qui doivent être réalisées. Donc désormais, les auteurs de manquements ne pourront pas imputer les éventuels crédits d'impôt ou réductions dont ils auraient bénéficié dans le cadre notamment de l'IFI lorsqu'ils auront été considérés comme ayant fraudé ou n'ayant pas respecté leurs obligations à l'égard des comptes détenus à l'étranger. Et ça, pour les impositions de revenus au titre de l'année 2021 et l'IFI au titre de l'année 2022. On a également, et on peut préciser qu'il y a une aggravation des sanctions lorsqu'il y a un obstacle dans le cadre des visites domiciliaires. Très schématiquement, lorsque l'administration constatait ce type d'obstacle, la sanction était de 10 000 € lorsque les locaux étaient occupés par le contribuable, 1 500 € lorsque les locaux étaient occupés par un tiers. Désormais, on passe de 50 000 € lorsque les locaux sont occupés par le contribuable lui-même soupçonné de fraude et 10 000 € lorsque les locaux sont occupés par un tiers.
Dernière petite précision sur les aviseurs fiscaux, donc dispositif qui Ouais. avait été mis en place Dans une précédente loi de finances, ouais. Voilà, donc là le dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Donc là l'idée c'est de pérenniser donc cette expérimentation, d'indemniser les aviseurs fiscaux qui signaleraient à l'administration fiscale les manquements dont l'enjeu serait supérieur à 100 000 euros. Également le défaut de facturation, quelques mots quand Le même. défaut de facturation, donc la sanction désormais dans le cadre du défaut de facturation est une amende donc de 5% si le fournisseur apporte la preuve que la transaction a été régulièrement comptabilisée. Mais il a été quand même prévu de 50% là, sur la exactement. transaction en cas de non-délivrance d'une facture. Voilà, et donc là l'idée c'est de dire lorsque en réalité on a des éléments de preuve que le contribuable finalement a peut-être plutôt fait une erreur plus que de la fraude, l'amende ne sera que de 5% et non pas 50%. En revanche, dans le cas contraire, donc c'est-à-dire lorsque la transaction n'a pas été portée régulièrement en comptabilité, on sera considéré comme ayant voulu se soustraire à l'impôt de manière volontaire, et auquel cas la majoration de 50% donc, s'appliquera. Alors, on va revenir avec Alexandre sur quelques éléments quand même où on a sauté très rapidement sur les éléments de TVA. Et en particulier, donc, les taux de TVA à 5,5, Alexandre. Est-ce que tu peux nous en parler 2 mots ? En fait, tout simplement, la loi de finances 2022 a donc adopté des mesures de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. En fait, il s'agit pour les taux de TVA à 5,5, les règles de taux de TVA applicables dans le secteur agroalimentaire ont été simplifiées. Pour rappel, les 3 taux de TVA applicables dans ce secteur sont le 5,5, le 10 et le 20%. Et dans un souci de simplification, la loi a réorganisé les dispositions relatives à l'application du taux réduit et du taux intermédiaire de la manière suivante. Désormais, les produits destinés à la consommation humaine relèvent, sauf exception, donc du taux à 5,5%, quelles que soient les étapes de leur production et quelle que soit leur origine, transformée ou non. Et ce taux s'applique à partir du 1er janvier 2022. Et donc, en effet, tout ce qui était consommation humaine, le taux est revenu à 5,5 en fait. Exactement. Au lieu de 10%. Exactement. Donc, à compter du 1er janvier 2022, donc, ce taux de 5,5 s'appliquera désormais aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, ainsi qu'aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées alimentaires, contre un taux de 10% auparavant. Ce taux donc, de 5,5 sera aussi appliqué aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. On trouve d'ailleurs des éléments comme les chocolats, les produits composés contenant du chocolat ou du cacao, qui souvent étaient plus ou moins une question, savoir 5,5 ou 20%. Tout à fait. Alors, à partir de là, les produits qui étaient destinés à la consommation animale, Alexandre. Alors désormais, donc, ces produits donc, destinés à la consommation animale relèvent du taux intermédiaire de 10%, à l'exception de ceux pouvant bénéficier du taux à 5,5. Donc à compter du 1er janvier 2022, le taux de 10% s'appliquera aux denrées alimentaires destinées à la consommation animale, destinées donc à remplacer les denrées. Il s'agit aussi donc des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui n'ont subi aucune transformation, et des matières premières d'aliments composés ou additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, elles-mêmes destinées à la consommation humaine. Et donc, il y a une certaine... c'est surtout le phénomène des 5,5 avec les 10%. Et comme on disait tout à l'heure, d'ailleurs, en échangeant avec l'avocat fiscaliste, quand on a un doute, il ne faut jamais hésiter à éventuellement poser un rescrit, c'est-à-dire d'avoir une pièce de l'administration fiscale qui nous donne le taux applicable. C'est quand même une sécurité en évitant qu'après il y ait des discussions ou des retours de bâton. De reprise, oui.
Hein. Certes, ça peut être remis en cause, mais on ne peut pas remettre en cause s'il y a un rescrit, et si derrière ce rescrit, il faut que l'administration le dénonce. Oui. Hein. C'est Voilà, c'est le principe. Hein. C'est le principe. Alors, Alexandre, est-ce que tu veux nous parler de 2 mots des organismes de gestion à créer, les organismes mixtes? Concernant en fait les organismes de gestion agréés, désormais ces organismes pourront proposer en fait des services aux non-adhérents, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Donc voilà, puisqu'ils ont en fait la majoration qui était pour eux le dernier élément, on va dire, a été donc supprimée, la possibilité de bénéficier d'un abattement sur l'impôt sur le revenu. Tout à fait. En fait, non-majoration, en fait. L'attractivité, en fait, qui permettait donc aux adhérents de ces organismes de bénéficier, en fait, de non-majoration, donc de 25% et plus d'un abattement depuis quelques années, est perdue étant donné que l'adhésion n'est plus obligatoire, mais surtout que, en fait, cette non-majoration ne sera plus applicable. Et donc, de façon à éviter en fait cette perte de revenus, donc désormais ces organismes pourront proposer des services complémentaires aux non-adhérents. Alors, maître, d'ailleurs, tout le monde sait que l'examen de conformité fiscale, l'ECF qu'on appelle ça, et également qu'on doit trouver sur la déclaration de revenus professionnels. Est-ce qu'on coche pas que conseillez-vous, maître? Alors moi, j'aurais forcément tendance à inciter à cocher cette fameuse case donc, dans la déclaration de résultats. Mais cela va impliquer nécessairement d'échanger avec l'expert comptable. Il suffit pas, ou l'avocat d'ailleurs, il suffit pas de cocher la case pour être considéré comme ayant fait un examen de conformité fiscale. Il faut aussi donc produire un rapport à l'administration fiscale. Et lorsqu'on coche cette case, on s'engage à fournir ce rapport au plus tard en novembre de l'année au titre de laquelle on aura sur le coché. dossier, pas sur l'ensemble en disant on a fait ci, on a fait ça. C'est le dossier. Sur les 10 points donc, qui sont visés dans le cadre de l'examen de conformité fiscale, donc qui vont de la validation du régime d'imposition, de la TVA, de l'amortissement, également des règles de facturation. De l'agrément FEC, comme on dit. Exactement, de la vérification donc, de la conformité des fichiers d'écriture comptable. Donc l'intérêt, on l'avait déjà expliqué par ailleurs dans le cadre d'une autre émission, mais l'intérêt il est évidemment d'assurer la bonne foi du contribuable, de limiter les majorations et puis également de une fois par an se poser sur le respect de ces règles fondamentales et ainsi probablement éviter des contrôles fiscaux trop importants ou trop douloureux pour le contribuable. Et donc, en effet, il faut se poser la question, quand on est chef d'entreprise, est-ce que vous allez nous cocher l'ECF dans la déclaration fiscale? C'est la question que le chef d'entreprise est en droit de poser à son expert comptable ou à son avocat fiscaliste. Hein? Est-ce que vous avez mis les moyens pour m'assurer que l'ECF est bien appliqué l'examen de conformité fiscale? Puisque ce sera la base du préalable pour le vérificateur. Exactement. De s'assurer que la réalité de l'ECF. Exactement. Ce sera une question qui pourrait être posée dans le cadre des contrôles fiscaux, de savoir si déjà, alors en théorie l'administration fiscale le saura, mais s'il y a eu un rapport et quelle était la teneur de ce rapport. Et donc, Alexandre, tu voulais juste nous rajouter un petit mot, je te sens, sur la taxe d'apprentissage et la partie formation professionnelle. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Alexandre ? Eh bien, en fait, la loi de finances donc 2022, en fait, les entreprises qui étaient assujetties à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2021 se sont acquittées donc de la seconde fraction de la taxe. Et désormais, à compter de 2022, le recouvrement de la taxe a été transféré aux URSSAF. Et le solde de la taxe due au titre de 2022 ne sera recouvré que via la DSN au mois de mai 2023. Avant d'être reversé aux organismes donc, visés par l'intermédiaire des caisses de dépôt et consignation. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est que de nouvelles procédures ont été mises en place concernant la collecte pour la taxe d'apprentissage et que ça va passer par l'URSSAF. L'URSSAF, exactement. Et par la DSN. Alors, maître...
la synthèse un peu de votre analyse sur cette loi de finances 2022 qui on appelle sortie de crise avec, tout le monde le sait, on a eu une année 7%. Voilà, et on sent quand même, outre l'aspect que le législateur a voulu repousser, proroger tout ce que les entreprises bénéficiaient. Ils n'ont pas voulu prendre forcément toutes les décisions, le laissant à leurs successeurs ou à eux-mêmes. Oui. Alors, Maître, qu'est-ce que vous avez comme interprétation sur cette loi de finances ? Alors, moi, je dirais que c'est une loi de finances qui est assez intéressante, mais en effet, qui sent les élections présidentielles imminentes, ou en tout cas proches. Et donc, il n'y a pas de bouleversements fondamentaux. On a plutôt de la prorogation de dispositifs existants, donc ce qui va plutôt dans le bon sens. Rien de très nouveau. On sent quand même, donc sur le sujet dont je parlais tout à l'heure, donc des plus-values de cession dans le cas d'un départ à la retraite, qui a une volonté de continuer à dynamiser un peu le tissu économique, les échanges entre les différents opérateurs, et également de tenir compte, on le sent donc via l'allongement des délais, de la période de crise sanitaire que nous avons vécue et qui est nécessairement un petit peu reporté les échéances qui auraient pu être envisagées dans un contexte moins perturbé que celui-là. Merci Maître Derès, cabinet Carcret Fiscal, et merci Alexandre, cabinet Account Revision Expert Comptable. À une prochaine émission donc sur Fréquence 8, concernant cette fiscalité et l'environnement fiscal et toutes ces obligations fiscales. À bientôt. Merci beaucoup pour toutes les émissions que vous faites. Vous êtes une petite radio locale qui est géniale. Fréquence 8. 90.5.